Alors, bonjour tout le monde. Marilyn et moi, on vient d'avoir une superbe discussion sur un problème très, très, très fréquent chez les jeunes qu'on voit, le fameux syndrome fémoro-patellaire. Donc, aujourd'hui, on a abordé on a discuté qu'est-ce que c'est le syndrome fémoro-patellaire parce que c'est la base du traitement, c'est de comprendre qu'est-ce que c'est exactement. Puis le traitement, c'est comprendre qu'est-ce que c'est. Puis c'est de savoir de faire les exercices accompagnés par un bon professionnel de la santé. Et tout ça en ayant une bonne gestion de la douleur. Alors, sans plus tarder, suivez-nous et écoutez cet épisode du Sideline. Bonne écoute! Allô, ici Lily Huynh, physiothérapeute. Et Dr Marilyn, orthopédiste. Nous sommes toutes les deux spécialisées en médecine du sport. Bienvenue pour un nouvel épisode sur le Sideline, votre podcast de choix pour en savoir plus sur les différents aspects de la santé entourant les jeunes sportifs. Alors que tu sois au repos ou en entraînement, bonne écoute! Allô Lily! Salut Marilyn! Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Fait que aujourd'hui, on parle de notre sujet favori. Ben oui, le syndrome fémoro-patellaire. Hey. Pourquoi c'est notre sujet favori? Je pense que c'est notre sujet favori parce que c'est quand même un problème qui est assez récurrent chez la clientèle qu'on voit. Et c'est souvent une des raisons de consultation qu'on a en clinique. Alors, on voulait démystifier ce problème-là pour le public parce que c'est quelque chose qui arrive très, 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 très souvent chez les jeunes. Oui, je pense que c'est un des diagnostics les plus fréquents qui cause la douleur au genou. Hein. Mm-hmm. Donc, bien, on va comprendre aussi pourquoi on veut en parler puis pourquoi on dédie carrément un épisode sur ça. On va comprendre pourquoi au cours de notre podcast. Oui, exactement. Donc, peut-être, Lily, comme physiothérapeute, là, dis-nous c'est quoi le syndrome fémoro-patellaire, qu'on appelle des fois syndrome fémoro-rotulien, syndrome de douleur patello-fémorale. Bref, il y a différents noms, mais à la fin, c'est un petit peu toute la même chose. Qu'est-ce que c'est? Ça. Fait que le syndrome fémoro-patellaire, on va l'appeler comme ça pour simplifier la tâche, c'est vraiment une douleur qui est antérieure au niveau du genou. Quand on parle syndrome fémoro-patellaire, fait que fémoro, c'est le fémur, c'est l'os au niveau de la cuisse. Et patellaire ou rotule, c'est la rotule. Tout le monde connaît un peu plus la rotule que la patella, qui sont synonymes. Fait que quand on a c'est des douleurs vraiment de friction au niveau de la rotule sur le fémur. Fait que ça crée comme une espèce de douleur en avant du genou qui arrive très, 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 très souvent chez les jeunes. Fait que c'est une douleur qui est très mécanique. Qu'est-ce que ça veut dire, une douleur mécanique? Hein? Une douleur mécanique, ça veut dire, c'est comme j'avais dit, c'est un petit peu comme la friction de la rotule sur le fémur. C'est une douleur qui arrive quand on fait des mouvements et au repos, c'est là qu'il n'y a plus de douleur. C'est ça exactement. La présentation classique là, d'un syndrome fémoro-rotulien, c'est quoi? La présentation classique, c'est une douleur en avant du genou, vraiment assez précis au niveau de la rotule. Mm-hmm. Des fois, le patient, il va décrire une douleur en arrière de la rotule. C'est très localisé. C'est une douleur qui arrive à certains mouvements comme monter les escaliers, faire un squat, ça arrive souvent à la course, puis dans les positions assises prolongées aussi. Fait que tu sais, quand on s'assoit, on met nos jambes, c'est rare qu'on met nos jambes allongées, on met souvent les jambes un peu plus fléchies, puis ça vient mettre la pression de la rotule sur le fémur, fait que souvent quand on se lève ou qu'on est assis longtemps, ça crée cette espèce de douleur-là. Moi, en fait, la question que je demande souvent aux gens quand on essaie de préciser le diagnostic, c'est est-ce que quand tu restes assis dans une voiture, tu sais, en arrière longtemps, ça va créer de la douleur parce que c'est un endroit où malheureusement on doit vraiment rester les genoux pliés plus longtemps. Puis ça, c'est le genre de position qui va entraîner la douleur. Puis l'autre chose que je remarque souvent, c'est souvent dans notre questionnaire sur le genou, on demande est-ce que ton genou bloque, est-ce que ça craque? Puis les gens qui ont des syndromes fémoro-patellaires vont décrire des genres de craquements, des blocages, puis ça arrive souvent quand ils restent assis longtemps, sans bouger. Puis là, quand ils se lèvent, là, il y a comme des craquements qui vont survenir dans le genou. Je sais pas si tu as remarqué ça aussi dans ta clientèle. Oui, ça arrive. Tu sais, souvent, quand il y a des douleurs, surtout comme unilatérales, il y a un genou qui va craquer un peu plus que d'autres. Puis toi, avec ton point de vue orthopédiste, est-ce que
ces craquements-là, ils sont dangereux. Des fois, les patients, ils pensent que c'est des signes d'arthrose au niveau du genou, c'est pour ça que ça craque. Mais souvent, c'est quelque chose qui est un peu plus anodin. Ces craquements-là, honnêtement, sont vraiment pas dangereux. C'est pas inquiétant. Nous, les craquements... En fait, les craquements, c'est jamais vraiment inquiétant. Exact. Nous, ce qui nous inquiète plus, c'est les blocages ou la sensation d'avoir quelque chose qui bouge dans son genou. On dit souvent, est-ce que tu as l'impression qu'il y a comme un petit caillou qui bouge à l'intérieur de ton genou, comme si tu avais un caillou dans ton soulier? Ça, c'est quelque chose qu'on aime moins. Mais les craquements vraiment associés au fait d'être immobile, puis là, quand on bouge, ça craque, bien ça, c'est plus... Ça va vraiment avec le syndrome fémoro-rotulien, je dirais. Oui, puis là, tu parles de blocage. Fait que souvent, des fois, les patients, ils vont décrire comme une espèce de blocage, mais en réalité, c'est pas vraiment un vrai blocage. Souvent, des blocages, c'est créé par, comme tu dis, comme soit un petit fragment qui peut être à l'intérieur du genou ou d'autres ménisques déchirés, etc. Mais souvent, ce que je vois, puis on parlera un petit peu plus tard de la mécanique un petit peu derrière tout ça, mais souvent, c'est des fois qu'on se ressent une diminution de contrôle dans notre mouvement, c'est là qu'ils décrivent un blocage, mais c'est pas un blocage articulaire. On dirait que c'est un blocage neuromusculaire parce qu'on arrive à moins bien bouger ça dans certains cas, mais on abordera dans les traitements là, par la suite. Puis souvent, tu sais, c'est sûr que ça arrive chez les jeunes qui bougent beaucoup. Oui, c'est ça. Ça arrive à qui? C'est quoi les facteurs de risque d'avoir ça, dans le fond? Est-ce que c'est le fait d'être un jeune? Ben non, pas nécessairement, parce que les adultes aussi ont ce genre de problème-là. Mais, tu sais, on a quand même 2 catégories de douleurs aux genoux fréquents. On a soit les jeunes qui bougent pas du tout, ils sont plus déconditionnés, sont moins forts, ou des jeunes qui bougent trop. Fait que des grands sportifs, puis je sais pas si toi tu le remarques dans ta clientèle, mais souvent, là, les douleurs, ils apparaissent, mettons, quand il y a comme une grosse poussée de croissance, ou quand le jeune, il rentre en secondaire 1-2, on dirait que là, les douleurs, ils apparaissent plus, puis quand on creuse, tu sais, quand tu passes d'un volume sportif du primaire à je rentre dans un sport-études puis que je passe de 6 heures de sport par semaine à du 20-25 heures par semaine, puis tout d'un coup, les douleurs apparaissent. Je trouve que c'est une tranche d'âge qui est très parlante, puis souvent, quand on parle à des jeunes en sport-études, souvent, c'est ça qu'on décrit en clinique. Exact, début adolescence, c'est souvent là. Fait que ça, c'est pour la catégorie des sportifs, disons. Là. Puis la catégorie peut-être plus fréquente, les non-sportifs. Oui. Les classiques. Les jeunes qui bougent un petit peu moins, sont un petit peu moins forts. Souvent, je vois ça chez des jeunes qui sont un peu plus obèses ou en surpoids parce qu'ils ne veulent pas le poids corporel, mais beaucoup de stress au niveau du genou. Puis des fois, je trouve que c'est des jeunes aussi qui sont un peu plus... je sais pas comment, mais hypotonique, la tonicité au niveau des muscles est un petit peu plus basse, fait que ça fait en sorte qu'ils sont un peu plus à risque de ces... Tu sais, la catégorie, souvent, là, on regarde un temps à l'école primaire, tu as les petits qui aiment l'éducation physique puis ceux qui n'aiment pas l'éducation physique. Quand tu aimes ça, c'est-à-dire que tu bouges tout le temps, ta vie, c'est une vie en mouvement, peu importe, la récré, tu es toujours actif. Quand tu es dans la catégorie que tu aimes moins ça... nécessairement, toute ta jeunesse, tu ne vas pas apprendre à faire certains mouvements de base, style des squats, juste bouger beaucoup, travailler l'équilibre, etc. Puis on dirait que ces jeunes-là, quand justement ils grandissent, on en demande peut-être un petit peu plus à leur corps, ils doivent marcher un peu plus, etc. C'est là, souvent, qu'on voit la douleur apparaître. Puis souvent, quand tu vois cliniquement ou quand tu évalues, c'est des jeunes qui sont un petit peu moins habiles aussi. C'est sûr, il n'y a pas tout le monde qui sont nés pour faire du sport. Là. Tout existe, puis les intérêts sont complètement différents, c'est complètement correct. Mais c'est ça, c'est juste, comme tu le décris super bien, les jeunes qui bougent vraiment beaucoup au primaire, qui apprennent à travailler certaines choses, puis j'appelle ça des habiletés de base, on dirait qu'on doit avoir pour avoir pour faire des mouvements sains. J'appelle ça le ABCs. Fait que, tu sais, A, pour l'agilité, c'est apprendre à vraiment être agile dans tous tes mouvements. B, c'est balance en anglais, mais le sens de l'équilibre. Puis C, c'est la coordination. Fait que souvent, un jeune, on veut qu'il ait toutes ces 3 habiletés-là pour bien bouger. Fait que, tu sais, quand tu rentres au secondaire, puis il y a beaucoup de
plus d'éduc ou des cours d'éducation physique plus demandants, c'est là qu'on Des fois, ça peut juste être le le fait qu'il y a 6 cours puis il y a 3 étages à monter, descendre. Des fois, c'est juste ce genre de volume-là qui peut déclencher la douleur. Oui. Plus spécifiquement, là, mettons, on regarde les facteurs de risque. On a dit pour la catégorie qui fait beaucoup d'entraînement, qui augmente son volume, c'est vraiment une question de volume, sûrement. Il y a peut-être certains facteurs de risque intrinsèques qui peuvent jouer, mais de façon générale, c'est quoi les facteurs de risque de développer ça dans tous les cas? Bien, des facteurs de risque, moi, je les catégorise toujours en facteurs soit extrinsèques ou intrinsèques. Intrinsèques, c'est nous-mêmes, notre propre corps. Des choses qu'on peut pas tant changer. Bien, je pense qu'on peut changer dans le sens qu'au niveau de la force musculaire, c'est quand même intrinsèque, mais tu peux la changer. Puis extrinsèque, c'est des facteurs de l'extérieur. Tu sais, mettons, comme on avait dit tantôt, augmenter le volume de sport significativement, commencer un nouveau sport trop rapidement, commencer à s'entraîner rapidement, c'est des facteurs comme un peu plus externes. Mais les facteurs intrinsèques, c'est les filles sont plus à risque d'avoir des syndromes femoro-patellaires plus que les garçons, l'alignement au niveau biomécanique aussi, au niveau de la rotule, au niveau de l'angle cul. Là, bien souvent, là, on parle de le fait d'avoir les genoux un petit peu plus vers l'intérieur. Ça, c'est un facteur de risque. C'est ça. D'avoir aussi les pieds vers l'intérieur. C'est ça. Les rotules qui se regardent. Des fois, on regarde des gens, là, les jambes sont droites, mais les rotules, elles se regardent. Ça aussi, c'est un facteur de risque. Tourne vers l'intérieur. C'est ça. Des fois qu'on regarde une diminution de force musculaire, surtout au niveau des fessiers. On parle beaucoup de genoux, mais on n'oublie pas que le genou il est connecté à la hanche et connecté au pied. Fait que si au niveau de la hanche, on n'est pas stable, c'est sûr que le genou, il va venir copier beaucoup de la force musculaire force. Au niveau du bassin, au niveau de la cuisse, etc. Ouais. La force, puis en même temps, je dis que la force, c'est pas toujours quelque chose... La force, un muscle fort, comme je dis à mes patients, c'est pas un muscle qui est intelligent nécessairement. On parle pas de force brute. On parle pas de force brute, on parle de force de contrôle. Fait que si tu prends des joueurs de football, tu mesures leur force brute, ils sont super forts, mais quand ils doivent produire un mouvement, on remarque que c'est pas super fluide des fois. Ouais. Puis c'est ça, hein? On en voit souvent en clinique, justement, des petits là, qui font 25 heures de sport par semaine. On les regarde, ils sont super musclés et ils ont un syndrome fémoro-patellaire, mais c'est parce que si on leur demande de faire un squat sur une jambe, ils sont incapables. Juste de rester en équilibre 10 secondes, c'est super difficile. Donc, il y a plein de force, mais pas de la force intelligente. Non, c'est ça, exactement. Parce que dans le fond, il faut voir le gros muscle, la cuisse puis les fesses. C'est comme si tout ça, ça soutient la rotule. Hein? Plus que c'est fort, plus que ça va empêcher la rotule de s'écraser sur le fémur puis justement de causer la friction. Fait que si on comprend un peu qu'est-ce qui se passe puis à quoi nos muscles servent dans la mécanique de notre genou, bien, c'est là qu'on va vraiment comprendre pourquoi c'est important de faire le traitement qu'on va commencer à aborder, dans le fond. À moins que tu avais-tu d'autres facteurs de risque à parler? Non, je pense que ça englobe pas mal... les facteurs de risque. C'est ça, c'est les parents, ils sont... les parents et les enfants ou les jeunes, ils sont très inquiets parce que on a ce concept-là que quand t'es jeune, t'es pas supposé avoir de la douleur. Fait que quand ils consultent pour des douleurs, ils se posent toutes sortes de questions, d'où les traitements qu'on a besoin pour ce genre de pathologie-là. Puis le traitement, là, je pense que ça va être la partie la plus importante qu'on va parler aujourd'hui parce que souvent, quand les familles viennent en clinique, ils s'attendent à ce qu'on ait une genre de baguette magique puis que tout d'un coup, on règle le problème, mais sûrement que le syndrome fémoro-patellaire, c'est la chose qu'il n'y a pas de baguette magique. Puis qu'il faut vraiment, tu sais, le premier traitement, c'est vraiment les exercices ciblés. Puis on va en parler, mais c'est vraiment un traitement qui est proactif puis qui doit être fait personnellement. Fait que c'est un travail pour le jeune et sa famille, parce qu'un jeune tout seul, souvent, la motivation n'est pas exactement là. Ben non, c'est ça. Mais là, tu parles un peu de baguettes magiques ou de parents qui sont inquiets puis qui veulent savoir tout de suite. Tu sais, avant d'embarquer dans le traitement, au niveau du diagnostic, tu sais, il faut dire que c'est un diagnostic qui est très clinique de base, là, en premier lieu. Fait que souvent, les parents, ils sont inquiets, ils veulent des résonances magnétiques, ils veulent des scans et tout le tralala. Mais c'est un diagnostic vraiment clinique. Quand est-ce que toi, tu suggères
demander une imagerie supplémentaire dans ces genres de cas-là, parce que des fois que ça arrive. Ben oui, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut faire l'imagerie. L'important initialement, c'est d'avoir un bon diagnostic fait par un professionnel de la santé. Une fois que c'est fait, on tente un traitement conservateur avec, comme on va en parler plus, l'éducation, la physiothérapie, etc. Puis si c'est bien fait, puis après quelques mois, il y a un échec, ça ne fonctionne pas, là, il y a une indication de faire une radiographie. Une radiographie de base pour éliminer d'autres problèmes. Exact. Tout ce qu'on va faire en imagerie, c'est vraiment pour être sûr qu'il n'y a pas d'autres pathologies qu'on manque, parfois associées, mais des choses qui sont rares, puis qui, justement, si après 4 mois, ça ne fonctionne pas ou ça n'a pas du tout commencé à s'améliorer, bien là, c'est là qu'on veut éliminer d'autres choses. Donc, première étape, justement, faire une imagerie simple de rayon X. Puis la résonance magnétique, je pense, c'est quand on peut avoir un tableau qui va avec un syndrome fémoro-patellaire, mais des fois, il y a une petite chose qui peut pas être 100% orientée là-dessus. Là. Par exemple, on parlait tantôt de blocage ou, si, admettons, le patient décrit de l'enflure dans son genou. Tu sais, c'est des choses qui n'iraient pas totalement avec un syndrome fémoro-patellaire. Là, j'irais avec, en plus d'une radiographie, faire une résonance magnétique pour être sûr qu'on ne passe pas à côté de quelque chose qui pourrait être traité là, d'une autre façon que la physio, par exemple. Fait que, mettons, s'il y a des symptômes un peu moins mécaniques que tu ressens, à part les blocages, là, mais mettons, des raideurs matinales, du gonflement au niveau du genou. Des douleurs de repos, tout ça, ce serait mais tout ça, ça va justement pas avec le syndrome fémoro-patellaire. Fait que ce serait... C'est ça. C'est plus pour éliminer autre chose ou être sûr de ne pas manquer quelque chose de grave versus si c'était juste un syndrome fémoro-patellaire, on n'a pas besoin de faire une... Puis il ne faut pas oublier que le syndrome fémoro-patellaire, il peut être aussi présent avec un autre diagnostic. Quelqu'un pourrait avoir une déchirure de ligament croisé et avoir des douleurs de rotule, dans le fond. Donc, c'est pas exclusif là, d'avoir un syndrome fémoro-patellaire. Ça exclut pas d'autres pathologies aussi. Fait que ça serait une autre indication de s'il y a une histoire de trauma suspecte, mais ça aussi, on pourrait dire, on va tout de suite aller faire une résonance. Je pense que la clé là-dedans, c'est vraiment d'avoir une consultation avec un professionnel de la santé qui est habilité à le diagnostiquer, à le traiter initialement. Puis, dès qu'on voit qu'il y a un échec du traitement, ben on s'oriente vers une imagerie. C'est une bonne réponse. Puis, je pense que à rassurer la plupart des patients pour ça. Là. Juste comprendre que douleur au genou égale pas résonance magnétique. Non, c'est ça. Ça, c'est important parce que on en reparlera peut-être une autre fois, mais une résonance magnétique, c'est pas un examen qui est banal non plus. Là. C'est un examen qui prend du temps, ça prend des ressources, fait que c'est pas nécessaire. Si ça change pas notre prise en charge par la suite, exact. C'est pas quelque chose qui est nécessaire non plus de avoir. C'est du cas par cas, mais c'est vraiment être... je pense que le mot d'ordre, c'est comme tu le dis, c'est d'avoir un professionnel qui est vraiment à l'aise avec ce diagnostic-là, qui serait capable de pousser plus loin si jamais il y a des red flags ou quoi que ce soit pour ça. Mais là, on tombe dans les traitements qui est super, super important dans ce genre de contexte-là. Puis les parents, des fois, ou les enfants, ils pensent que il faut une chirurgie pour plus avoir mal au genou. Mais c'est très, très rare que ce soit des cas chirurgicaux. C'est vraiment un traitement conservateur. Puis ton meilleur ami, quand tu as un syndrome fémoro-patellaire, c'est un physiothérapeute qui connaît vraiment bien ce diagnostic-là. Puis souvent, nous, avec juste la gestion des symptômes, ça va aider à réduire beaucoup puis à éduquer le patient sur c'est quoi rassurer le patient, éduquer le patient sur la pathologie. Puis ce qui a démontré beaucoup dans les données, c'est vraiment un programme d'exercice pour travailler plusieurs aspects au niveau du corps. Puis il n'y a pas de recette miracle dans le sens que tu dois faire tes exercices de façon compliante pour que ça arrive à une amélioration. Mais puis c'est pas une recette où ce que tu peux aller juste sur... prendre un programme puis l'appliquer à tout le monde non plus. Puis c'est sûrement vrai, surtout plus on avance, plus on va du côté des syndromes fémoro-patellaires secondaires à une augmentation de volume. Là, souvent, il faut être vraiment faire une bonne évaluation, voir vraiment qu'est-ce qu'il faut ajuster. C'est ça. Probablement que les gens dans la catégorie déconditionnement peuvent avoir
un début d'approche, du moins, qui est plutôt similaire, parce que le fait d'être déconditionné, c'est des choses au début plus générales qu'on va travailler. C'est ça, mais on dirait que mon approche serait pas nécessairement pareille pour ces deux catégories-là. Ouais, si on parle des catégories des jeunes un peu plus sédentaires, c'est sûr que de un, ils sont pas habitués à faire des exercices. Fait que quand on leur donne trop d'exercices, c'est sûr qu'on va arriver à un échec parce qu'ils vont pas, tu sais, c'est pas dans leur mindset de bouger. Fait que je vais beaucoup dans des trucs très généraux, puis des fois, je touche même pas au niveau du genou, vu que le genou, il fait mal. Mais il y a plein de choses qu'on peut faire. Je travaille souvent tout ce qui est renforcement du tronc, stabilité du tronc, au niveau des fessiers, travailler l'équilibre. Fait que de part, tout ça, c'est... T'sais, on va améliorer un petit peu la forme physique, puis souvent les douleurs. Autour du genou, puis souvent, là, la première réaction, quand on est déconditionné puis on commence à avoir mal au genou, c'est d'arrêter, c'est d'en faire encore moins. Puis c'est la pire chose qu'on peut faire, dans le fond, parce que se dire qu'on a mal au genou puis on arrête tout, ça va juste aggraver notre problème. Puis moins on en fait, plus que nos muscles sont faibles, plus qu'ils sont faibles, plus que ça frotte entre notre rotule puis notre fémur, plus qu'on a mal. Puis ça devient vraiment comme un cercle vicieux qui est pas super bon. Puis c'est difficile de s'en sortir plus on rentre là-dedans. Puis au contraire, les gens qui font trop de volume, eux, ça fait mal, mais je vais continuer mon sport dans la douleur. Puis là, c'est encore un cercle vicieux, mais un petit peu différent. Je pense que le mot d'ordre dans le syndrome patellaire, c'est l'équilibre, là. C'est de gérer ses symptômes parce que c'est zéro recommandé d'arrêter complètement, puis c'est zéro recommandé de continuer non plus dans ce genre de douleur-là. Fait que moi, j'aime ce que tu as dit comme approche parce que souvent, les gens vont avoir mal aux genoux, puis là, on leur donne un programme qui va renforcer le tronc, qui va améliorer l'équilibre. Puis là, les gens vont dire, ben voyons donc, on travaille pas mon genou. Mais justement, on travaille autour du genou pour pas augmenter la douleur, pour pas la stimuler, si on veut. Puis une fois qu'on a renforcé autour, ben là, on peut commencer le genou. Souvent, je vois des patients en clinique qui font de la physio, puis... mais leur programme, c'est juste des squats, des lunges, des choses qui augmentent leur douleur. Puis ils me disent, mais quand je fais mes exercices de physio, ça me fait plus mal. Mais peut-être que justement, on est rendu un petit peu trop loin dans le programme, alors que eux, leur corps n'est pas rendu là. Fait que c'est pour ça que, comme tu disais tantôt, il faut vraiment être supervisé par un professionnel de la santé qui comprend bien la pathologie puis qui peut accompagner les jeunes là-dedans. Mais c'est ça, la douleur, c'est sûr que la douleur... il faut toujours être... C'est jamais blanc et noir. Il y a comme une mini douleur, puis c'est un petit inconfort, puis qui arrête après quand tu fais ton exercice. C'est correct aussi, mais si c'est une douleur qui persiste, puis qui te fait mal, puis qui ne te permet pas de faire le mouvement, c'est sûr que c'est quelque chose qui est peut-être trop difficile ou trop stressant pour le genou à ce encore. stade-là. Fait que, quand on parle de traitement, puis on voit échec du traitement, souvent c'est ça qu'on voit en clinique, là, étant en troisième ligne, on voit échec du traitement conservateur, là, qu'est-ce qu'on fait, c'est vraiment urgent. Mais je dis toujours, puis les gens, ils disent, il y a plein de physiothérapeutes. Il y a des physiothérapeutes qui sont formés dans plein de domaines pour plein d'affaires. Il y a des expertises vraiment différentes. Puis je dis aux patients, je compare la physiothérapie comme un médicament. Un médicament, c'est un problème X, puis on te donne un médicament pour un problème Y. Tu vas le prendre tous les jours. Ça va rien changer ou ça va t'empirer encore plus. Fait que ça va pas changer pour toi. Fait que quand tu cherches un professionnel de la santé, là, on parle des physios, mais il y a d'autres professionnels aussi qui peuvent t'aider. Il faut t'assurer que c'est un professionnel qui connaît ton problème, il connaît ta tranche d'âge aussi, parce qu'un adolescent puis un adulte, je traiterai jamais ces personnes-là de la même manière parce qu'il y a différentes choses à aller adresser aussi. Puis c'est un professionnel qui est capable de t'accompagner dans qu'est-ce qu'il faut que tu fasses aussi. Puis une des façons de savoir, c'est justement, on a trouvé une bonne personne, un bon match, c'est si cette personne-là est capable de nous expliquer notre problème. Puis si le fait le fait de comprendre qu'est-ce qui se passe avec notre genou, on essaie de le faire là aujourd'hui, là, mais le fait de comprendre le problème, mais ça va nous donner comme une raison pour faire nos exercices à la maison. Parce que sinon, si on les fait juste à la maison sans comprendre pourquoi on fait ça,
ben à la fin, on les fera pas. Hein. On en parle souvent dans nos podcasts des habitudes de vie, là, puis de changer un peu nos routines quotidiennes, mais ça en fait partie. C'est pas facile, puis mais malheureusement, c'est ce qui fonctionne. Mais c'est ça qui est décrit dans toutes les données, etc. Mais il faut avoir les bons traitements pour ça. Puis un syndrome fibropatellaire, c'est pas un traitement passif que tu as de besoin. C'est ça qui est démontré dans la littérature aussi. C'est la thérapie manuelle ou le taping ou d'autres. Oui, le taping, justement, tu sais, on en voit vraiment souvent des tapings pour ça. Ouais. Moi, je pense qu'on en voit un petit peu trop souvent. Le taping n'est pas contre-indiqué pour un syndrome fibropatellaire. Ça peut aider au début de soulager la douleur, mais ça doit être accompagné d'un programme d'exercice. Fait que tu peux pas juste faire un taping puis avoir le taping. Faire un taping ça. À chaque fois que tu vas faire un match de quelque chose ou un entraînement. Puis le taping, c'est quelque chose qui est pour supporter les exercices. C'est pas quelque chose qui est un peu complémentaire. Puis c'est jamais quelque chose qu'on va laisser pendant longtemps. Fait qu'un taping, t'es pas supposé d'avoir un taping en haut de 4 semaines. Là. Fait que tu sais, c'est juste dans une phase aiguë que ça peut aider, mais c'est pas quelque chose c'est pas une baguette magique non plus là, qui va te soulager. C'est la même chose pour les orthèses. Tu sais, moi, mettons, j'ai mal au genou, je vais à la pharmacie m'acheter une petite sleeve élastique là, avec le trou en avant du genou. C'est ça. Est-ce que ça va m'aider? Non. Même chose. Même chose pour les semelles plantaires. Même chose pour... semelles plantaires. Ça serait quoi la raison de mettre une semelle plantaire? Parce que ça aussi, on en voit souvent des gens qui mettent des semelles, puis pour ça. Souvent, je pense qu'il y a les gens qui optent pour des semelles parce qu'ils ont comme des... c'est parce que j'ai une semelle parce que j'ai un pied plat qui va affecter mon genou, qui va affecter mes hanches, mais en réalité, c'est rarement le cas qu'on a besoin d'avoir une orthèse au niveau des pieds pour ce genre de problème-là. C'est sûr qu'il y a des cas où il y a vraiment un valgus ou une pronation, où on a vraiment un gros affaissement de l'arche plantaire, où on a un pied plat rigide, dans le sens que quand on n'arrive pas à avoir comme une arche là, naturelle, quand on fait des mouvements ou quand on est en équilibre, mais ça, des fois, la semelle, elle pourrait aider, mais encore une fois, c'est pas quelque chose que tu es supposé de garder à long terme non plus. Là. Moi, ces affaires-là, genre l'orthèse de genou, l'orthèse plantaire, je les vois comme des options qui peuvent être essayées parce que, oui, quelqu'un avec un pied plat souple, non compliqué, s'il essaie de mettre une semelle avec un support d'arche ou juste choisir une chaussure avec un support d'arche ou avoir une semelle moulée à son pied, etc., puis que tout à coup, les douleurs partent. Même chose si en mettant l'orthèse de genou, la douleur part, ou en tout cas, ça aide les symptômes. Pourquoi pas? Tu sais, je pense pas que ça peut nuire non plus, là. C'est pas contre-indiqué du tout. Mais ça doit venir avec d'autres traitements. Oui, exact. C'est ça l'important. C'est que oui, ça peut être essayé, mais il n'y a pas dans ce syndrome-là, puis c'est ça qu'il faut comprendre, il n'y a pas une recette miracle que passivement on va mettre dans notre corps, puis tout à coup la douleur va partir. Fait que si ça fonctionne un petit peu, parfait, mais c'est le moment d'en profiter pour faire nos exercices encore plus pendant qu'on ne sent pas de douleur. Fait que je pense que c'est ça qu'il faut comprendre. Ben c'est ça. Fait que c'est la réponse dans le syndrome fibropatellaire, c'est la gestion de symptômes, l'éducation, puis les exercices appropriés pour ta condition.